Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Paris Retail Week pour cette troisième journée de plénière. Alors nous ne sommes pas fatigués, les cadreurs sont en pleine forme, la régie très motivée. On va pouvoir commencer par une plénière sur la logistique qui sera animée par Cécile Buffard de Point de Vente que je vais retrouver sur scène dans quelques instants. Nous enchaînerons à 11h30 avec une keynote très intéressante sur les dernières tendances du retail aux États-Unis. En début d'après-midi, enfin 12h30 pour être précis, nous aurons l'Académie Facebook que tout le monde, j'imagine, aura aussi envie de découvrir. 14h, une keynote très intéressante d'une très belle start-up française, Gemio, qui viendra nous expliquer, nous présenter son aventure. Et nous terminerons sur une keynote du Bon Coin, et de son directeur général qui viendra lui-même nous présenter cette keynote. Voilà, j'ai le plaisir on va pas traîner, j'ai tout de suite le plaisir d'accueillir sur scène Cécile Buffard de Point de Vente. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, par ce joli matin N'est-ce pas? De septembre. En pleine forme? Presque d'hiver, j'allais dire. Oui, on est bien là. Merci à tous d'être venus ce matin en force. Je te laisse avec tes invités. Oui. Bon débat. À tout à l'heure. Merci. Alors, on connaissait la livraison en 1 heure. Maintenant, on peut même livrer votre petit déjeuner en 30 minutes. On a vu l'explosion du click and collect en magasin, le succès grandissant des consignes dans les gares et sur les lieux de flux, le picking évidemment dans les entrepôts. Bref, on pensait avoir tout vu en matière de livraison. Eh bien non. Je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle, mais Walmart maintenant demande à ses employés de livrer à domicile les clients de façon bénévole sur le chemin du retour. Alors ça semble un petit peu hallucinant, mais au fond ça veut dire quelque chose. On voit bien tout l'enjeu qui se dessine derrière cette nouveauté. Jusqu'où on peut aller pour optimiser les coûts de livraison? Comment est-ce qu'on peut résoudre l'équation entre les exigences de clients de plus en plus élevées et des frais de logistique aussi de plus en plus lourds, alors que l'environnement digital n'est pas très pourvoyeur de ROI? Alors, on a les nouvelles technologies, on a la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la logistique 4.0. Est-ce que tout ça, ça peut apporter la solution miracle à l'enjeu de rentabilité des pure players et des commerçants physiques qui font du e-commerce? Eh bien, ce sont nos 3 spécialistes ici présents qui vont tenter de répondre à toutes ces questions. Alors, j'accueille aujourd'hui sur scène Christophe Poutier. Vous êtes directeur de la supply chain de Bazar Chic. Vous êtes l'ancien directeur logistique des magasins Saturne, directeur de projet chez Pixmania et numéro 2. Vous êtes donc un expert du e-commerce et des marketplaces. La logistique 4.0 n'a aucun secret pour vous. Chez Bazar Chic, vous vendez aussi bien du vin que des robes Yves Saint Laurent. Vous avez donc une expertise sur une large gamme de produits, haut de gamme évidemment, et exclusivement vendus sur Internet. Vous allez nous en parler. Également, j'appelle sur scène Jonathan Trépeau, directeur général France de Zalando. Vous dirigez l'équipe France de Zalando à Berlin. Votre principale mission, c'est de décliner la vision stratégique de Zalando en France et d'adapter l'offre aux spécificités du marché français. Alors, avant de rejoindre le groupe, vous avez occupé divers postes de direction chez Unibail-Rodamco et vous avez également participé avec succès au développement physique et digital de la marque The Couples. Enfin, Franck Journeau, vous êtes le directeur général de Neo26, un cabinet de conseil dédié à la logistique du e-commerce et au schéma de distribution B2C. Vous allez accompagner les enseignes du retail et les pure players dans leur transition omnicanale. Vous êtes également spécialiste du transport et de la logistique européenne. Vous avez toujours soutenu les marques et les enseignes dans leur développement omnicanal. Du beau monde, quoi, avec nous. Alors, je vais m'installer entre vous 3. Voilà. On va attaquer le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, à savoir la livraison du premier au dernier kilomètre, qui est au cœur des préoccupations des retailers. Alors comment est-ce qu'on peut optimiser cette livraison pour renforcer la satisfaction du client, puisqu'on sait que c'est un point crucial dans le e-commerce? Jonathan, Zalando a connu 2 années riches en actualité. Vous avez développé des services innovants. Le dernier en date, c'est l'offre Essayez d'abord, payez après. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez tous ces points-là chez Zalando. Bonjour à tous.
Donc effectivement, les 12 derniers mois chez Zalendo pour la France ont été extrêmement riches en matière d'innovation et d'amélioration de l'expérience en ligne. 3 dimensions. D'abord le paiement, effectivement. Donc on a lancé un service complètement inédit en France qui est essayer d'abord et payer après. Donc aujourd'hui, plus besoin de payer au moment de la commande. Vous avez ensuite 7 jours que vous avez reçu votre colis pour essayer vos articles et les renvoyer. Et vous serez facturé uniquement de ce que vous gardez. Concernant la livraison, on a eu le bonheur d'ouvrir un entrepôt en région parisienne cette année. Ça nous a permis de nous rapprocher de nos clients et notamment de réduire notre délai de livraison de plus d'1 journée. Et donc avec un bénéfice immédiat en matière de satisfaction client. Et enfin, un point très important, les retours, puisqu'on sait que c'est une appréhension très forte des clients français pour l'achat en ligne. Et nous, on a vocation à vraiment effacer complètement cette appréhension, et notamment sur les retours domicile, pour éviter à nos clients d'avoir à aller faire la queue dans les bureaux de poste bondés, notamment le samedi matin. Et avec le lancement à Paris, en région parisienne et à Lyon, du retour à la demande par coursier. Donc très simplement en 2 clics, en moins de 15 minutes, c'est un coursier Stuart, puisqu'on l'a fait en partenariat avec la start-up de Dernier Kilomètre Stuart. Un coursier se présente à votre domicile pour venir enlever votre colis retour 7 jours sur 7, de 9h à 20h, et c'est entièrement gratuit. Et enfin... À Berlin aussi, vous faites des choses. Et à Berlin, on fait aussi beaucoup de choses parce qu'on a déjà eu quelques innovations en France, mais aujourd'hui, on pense que, notamment en matière de livraison, l'enjeu, c'est que nos clients ne soient plus esclaves, mais bien désormais maîtres de leur livraison. Donc, pour développer cette livraison à la carte, on a lancé un test il y a quelques semaines maintenant pour faire de la livraison le même jour, sur rendez-vous, avec un créneau d'1 heure. Et parce qu'on pense que c'est cette flexibilité-là qui aujourd'hui est l'attente la plus importante en matière de livraison des clients européens. C'est une façon pour vous de gommer tous les irritants, tout ce qui peut empêcher la finalisation de l'acte d'achat? Exactement. Aujourd'hui, il faut savoir que Zalendo, c'est 1% du marché de la mode en Europe. Mais dans des pays comme la France, la part de marché du commerce en ligne dans le secteur de la mode, c'est 17%, alors que c'est par exemple 24% en Angleterre. Donc il y a une marge très importante. Et pour réussir à convaincre ces clients historiques du retail offline de venir acheter en ligne, on est obligé de faire tomber tous ces freins. Et c'est notre obsession chez Zalendo. Alors Franck, vous avez une idée aussi pour gommer les irritants? Alors ce que vous appelez les irritants, bonjour déjà, bonjour à tous et à toutes. Ce que vous appelez les irritants, ce sont les freins à l'achat, par exemple, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je suis admiratif, j'écoutais avec attention ce que disait Jonathan. Tout ce qu'il a décrit, en fait, a une tendance commune, c'est fluidifier le parcours d'achat. C'est-à-dire qu'on ne s'embête plus pour acheter et on ne s'embête plus pour retourner le produit. C'est la même chose, la considération est la même. Donc, un des irritants, c'est « je ne sais pas comment retourner ma commande ». Je panique, c'est ce qui se passait dans la VPC il y a 20 ans, c'est ce qui se passé il y a 10 ans sur certains sites qui mettaient des codes pas possibles à intégrer pour avoir un bon de retour aujourd'hui. Et l'image, ce que décrit Jonathan à l'image de Zalando est extraordinaire parce qu'un retour n'est plus quelque chose de pénible, c'est quelque chose de normal. On est d'accord. Et la mode ne se développera ou ne se développer qu'à partir du moment où on a pris ces concepts. Moi, j'aimerais, alors je parle beaucoup de logistique, mais j'aimerais remonter en amont pour parler du paiement, notamment sur les irritants. Le paiement, c'est un moment de stress. C'est le premier pas dans le tunnel d'achat et on donne son numéro de carte bancaire, donc c'est un peu anxiogène. Oui, ça peut être compliqué. Si on a des doutes, on ne passe pas à l'acte. Exactement. Et donc, ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est un parcours, on dit en anglais seamless, sans couture. Regardez, vous avez tous, peut-être commandé un véhicule sur Uber. Quand vous confirmez votre course, en fait, vous ne savez pas exactement à quel moment vous payez. Ça, c'est exceptionnel. Ça, on efface l'irritant du paiement. Et puis on est débité sur sa carte, mais ça ne gêne plus, et puis on attend son véhicule. Est-ce qu'on pourrait acheter comme on commande un Uber, sans se rendre compte même qu'on paye? Oui, c'est ça la magie. Quand vous allez en magasin, vous vous rendez compte quand vous faites la queue pour payer, vous sortez votre carte, vous faites votre code, etc. Sur Uber, sur Amazon aussi, il y a la solution qu'on appelle le one click. Aujourd'hui, en 2 clics, vous achetez quelque chose. C'est qu'on a simplifié cette étape, qui était anxiogène déjà par le principe de laisser son numéro de carte bancaire. Aujourd'hui, elle est simplifiée par un parcours d'achat qui se termine en beauté, en douceur. Est-ce qu'on pourrait encore améliorer ça? Oui, on peut encore l'améliorer. Je ne sais pas, il faudrait reconnaître
l'iris de l'œil de celui qui achète est débité, mais dans le retail, c'est inspiré aujourd'hui de ça. Oui, bien sûr. Vous voyez ce qu'a fait Amazon dans ses maquettes de vidéos de magasins du futur, où les personnes ont leur téléphone, elles sont géolocalisées, elles vont dans le magasin, elles choisissent un article, elles le décrochent du cintre et elles sont débitées de leur carte bancaire. Voilà, ça c'est un parcours seamless, mais inspiré totalement des technologies d'Internet. Et Jonathan vient d'expliquer que le paiement, l'aller, le retour, tout ça, c'est sans couture. Et sans couture, eh ben, on achète. C'est magique. Alors, acheter une fois, c'est bien, mais si on veut gagner de l'argent, il faut qu'il y ait du réachat encore et encore et encore. Christophe, vous êtes dans un principe de répétition de l'achat. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne chez Bazar Chic. Alors, modestement, je ne peux pas dire que je suis... Mon objectif, c'est la répétition de l'achat, bien entendu. Sachant que par rapport à Zalando, nous, on a un tout petit faiseur, on fait des volumes qui n'ont absolument rien à voir. On est positionné sur de la vente événementielle. Mais le coût d'acquisition d'un client, c'est démesuré, très cher pour Zalando, très cher pour nous. On n'a pas trop le choix, on n'est pas obligé de passer notamment par Google. Donc lorsque le client arrive chez nous, l'objectif c'est qu'il achète une fois et que lorsqu'il va recevoir sa marchandise, il n'y ait pas de déceptif. Le déceptif, c'est quoi? C'est sur notre modèle de produit, du textile, de la chaussure ou de la déco, le textile, c'est que les tailles soient appropriées. Pour la partie chaussures, la chaussure, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, les clients ont tendance à prendre un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, donc ils partent avec 2 paires de chaussures. Jonathan parlait de retours. Évidemment, les retours, alors notre business model aujourd'hui est un petit peu différent. On va s'orienter aussi vers les retours en boîte aux lettres parce que c'est important de proposer des solutions. On n'a pas encore les moyens d'envoyer Stuart chercher les produits chez nos clients. Qui sait, peut-être que quand on aura atteint un chiffre d'affaires important, j'aimerais bien le faire. Mais ce qui est important aussi, c'est le carton. Le carton, il faut qu'il soit de bonne qualité. Il faut que lorsque le client va ouvrir son produit, le produit soit bien emballé, dans de bonnes conditions, que ce soit citoyen, c'est-à-dire mettre du plastique partout. Moi, c'est pas ma position. Mettre que du carton, c'est pas toujours suffisant. Alors, j'en parle pas trop fort parce qu'on a nos amis de Raja qui sont ici, mais il faut essayer de trouver le bon équilibre. Moi, je suis un opérationnel. J'ai commencé à bosser il y a 20 ans. Je faisais de la logistique à l'extrême en froid négatif. Il faut trouver des solutions simples, pragmatiques, pour que le client, il ait ce fameux waouh. Il va ouvrir, il va dire ah mais ma bougie, elle est en lévitation dans le carton. J'ai fait développer un système pour que le produit ne touche pas les bords, soit jamais cassé. On est passé de 10 à 12% de casse à moins d'1%. L'exemple aussi, c'est on a un business qui représente 5% de notre chiffre d'affaires, c'est le vin. Alors le vin, on s'est positionné, à la différence de vente privée, c'est discount ou d'autres, on s'est positionné sur de l'achat premium, des bouteilles à 20 € de moyenne. Mais un client qui achète 6 bouteilles de 20 € à 20 € de moyenne, il n'apprécie pas qu'il y en ait 3 qui soient cassés. Donc, les recherches c'était de rencontrer les différents cartonniers, de faire des tests avec eux et d'obtenir le produit avec un équilibre entre satisfaction client, coût logistique, parce que même si, entre les deux, moi, je préfère investir sur le client, l'expérience client, en me disant, j'accepte de payer un peu plus, j'accepte que mes équipes travaillent un peu moins en ayant des cartons qui sont déjà, je reçois des cartons déjà faits, je ne monte pas de carton, les cartons sont très, très épais et à l'arrivée, j'ai un client qui n'a plus de bouteilles cassées et là aussi, on a diminué par 25 la casse de vin et le vin cassé, c'est un produit qui ne se retourne pas. La particularité, c'est que la différence des chaussures, du textile, etc., j'ai 0% de retour sur le vin. Et on imagine qu'à partir du moment où on parle de produits premium, de segments haut de gamme, l'emballage compte aussi et c'est important de travailler ça. Alors l'emballage, c'est un véritable investissement parce que je pars du principe que la cliente qui achète chez nous doit recevoir un cadeau. Elle a acheté quelque chose, mais il faut que le conditionnement lui-même, l'emballage lui-même, ramène une belle satisfaction. Et là, on est en train de travailler, alors je ne vous en dis pas plus, mais pour Noël, on va essayer d'offrir un double effet. C'est-à-dire peut-être qu'il y aura quelque chose à l'extérieur, peut-être qu'il y aura quelque chose à l'intérieur, mais on va essayer de ramener quelque chose de nouveau. L'innovation. Alors, quand on parle de logistique 4.0, il y a une question inévitable qui se pose, c'est évidemment la robotisation et l'automatisation des entrepôts. On parle de drones, on parle de robots. Franck Journeau, vous avez quelques petits exemples à nous donner, à nous citer? Sur la robotisation, par exemple? Par exemple. Je ne vais pas refaire le topo, chaque fois on me pose la question, les drones, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon.
Pour la livraison notamment, je vais vite couper court, hein. Le drone, pour la livraison de tous ici, c'est pas possible. Imaginez à Noël, Sephora qui envoie 10 000 ou 20 000 drones par jour pour vous livrer, c'est pas jouable. Et en plus, il faut des autorisations qui seraient données par la DGAC et personne ne les aura. On va être clair là-dessus. En revanche, le drone a une utilité pour livrer les particuliers dans des zones où le terrestre, le véhicule thermique, ne peut pas atteindre ces zones. Pensez à un phare au milieu de la mer, certaines zones de montagne. Ce sont, à mon avis, les seuls créneaux qui seront réellement accessibles. Le drone, il a une utilité aujourd'hui, c'est à faire du buzz pour qu'on parle des marques, notamment d'Amazon, qui a très bien assuré sur le sujet. Maintenant, de façon très pragmatique. On ne peut pas recevoir son colis au fin fond de l'Australie grâce à un petit drone. Non, parce que le drone, il a une autonomie limitée. Il faudrait le mettre sur un véhicule qui l'approche à moins de 2 ou 3 km et puis qui revienne. Donc finalement, on aurait une gestion des derniers mètres par les airs, mais à la limite, pourquoi ne pas rencontrer ce client à ce moment-là? Non, on rêve un peu, c'est bien, c'est bien. Il faut que ça fulmine, il faut que ça rêve un peu dans la nouvelle technologie. Donc ça, pour moi, ça sert surtout à faire du buzz et puis demain à livrer les clients qui seront difficiles à livrer par route et puis évidemment avec un gain économique. Bon. Mais c'est quoi? C'est une toute petite part de marché, donc pour moi, ce n'est pas un grand phénomène. En revanche, le drone, il a une utilité que j'ai découverte cette année avec ce qu'on appelle les drones d'inventaire. Alors on n'a pas de vidéo et tout, mais il faut imaginer un entrepôt avec des palettes qui montent jusqu'à 12 mètres de haut, et puis plein de petits drones qui montent et qui descendent avec une fibre optique, quelque chose qui vient scanner les codes barres, compter les colis et redescendre l'information. Ça, c'est un vrai progrès. Pourquoi? Parce que ça remplace un humain qui se mettait un peu à risque, qui perdait beaucoup de temps à prendre une machine, à monter, descendre une palette, compter, re-ranger, remonter la palette, etc. J'ai assisté à une démo chez FM Logistique, je crois, qui testait le sujet et je trouvais ça vraiment intéressant. En plus, ça bosse la nuit, ça coûte pas très cher. C'est-à-dire que c'est bien aussi pour la sécurité et le bien-être des employés. Je n'en vois que du positif. À partir du moment où il y a un bon comptage, évidemment, il faut que ce soit efficace, c'est vraiment le robot qui remplace l'homme, mais dans des fonctions qui étaient risquées, qui n'étaient pas à grande valeur ajoutée. Et donc là, il y a un avenir là-dessus. On en parlera moins, c'est moins médiatique, mais il y a des choses qui vont se faire. Je vous promets que ça marchera. Alors Christophe, on parlait justement des robots. Chez Bazar Chic, vous, les robots... J'ai pas de petits robots, je suis vraiment désolé. Moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est... J'ai 70 personnes en logistique, et l'objectif, c'est de leur amener des machines, de la mécanisation, de l'automatisation, qui va, comme disait Franck, remplacer des tâches sans valeur ajoutée. Un exemple, lorsque je suis arrivé chez Bazar Chic, on vendait des lots, on fait énormément de produits en hygiène féminine, en hygiène... et en produits d'entretien, et les produits étaient cellophanés avec une étiquette, et je trouvais ça absolument pas qualitatif, parce que je pense aussi à l'expérience client, et du coup j'ai acheté ce qu'on appelle une soudeuse, une machine qui va mettre ça sous vide. Et là, un an après, je me dis c'est très bien, mais la personne qui met le produit met beaucoup trop de temps, donc je suis passé à l'étape suivante, une machine automatique. Donc c'est les petites choses, c'est les petits investissements, avec un ROI rapide, parce que ça aussi, quand on fait un peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires, on ne peut pas se permettre de faire des investissements démesurés, mais c'est pour le client, l'expérience client, et c'est aussi pour accompagner mon personnel. Parce que je pars du principe que la logistique, c'est pas un métier facile, c'est un métier où on fait 3, 5, 10 ou 15 000 colis par jour. Nous, on est plus à 8 ou 10 000 parce qu'on n'a pas encore une grosse capacité, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Jonathan, chez Zalando, vous avez une autre approche finalement de la logistique 4.0, c'est l'automatisation, le partage avec les partenaires. Oui, alors déjà si on remonte un petit peu à la genèse de Zalando, il faut savoir que nos fondateurs ont commencé par vendre des tongs Havaianas, donc depuis un appartement à Berlin qu'ils achetaient dans la boutique du coin. Donc autant vous dire que la supply chain au début ne faisait pas partie vraiment de l'aventure Zalando. En revanche, il y a une décision importante qui a été prise en 2013, c'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre, la supply chain aujourd'hui dans le e-commerce, et donc il faut entièrement intégrer cette compétence. Et c'est ce qui a été fait, et notamment avoir cette expertise en termes de développement, que ce soit des softwares, que ce soit des sites logistiques et leur exploitation. Donc la stratégie qui a été mise en place, c'est d'abord avec des hubs européens, donc qui sont situés donc, au nombre de 5, en Allemagne et en Pologne, et ensuite des entrepôts satellites qui doivent être au plus proche de nos clients. Donc il y en a un en France, il y en a en Italie, en Suède, et il y en a d'autres qui sont en projet. L'objectif, c'est de vraiment être au plus proche du client. Et nous, notre rapport à l'automatisation, c'est vraiment une question d'échelle. Donc quand vous êtes dans un hub qui fait 200 000 m², quand un opérateur fait du picking, il peut y avoir 1 km qui sépare 2 articles du même commande.
Donc effectivement, ça n'a aucun sens dans ce cas-là que l'opérateur parcourt ce kilomètre-là. Donc là, on va mettre en place des machines et c'est pour ça qu'on équipe notamment avec ce qu'on appelle des back sorters, donc des trieuses automatiques, l'ensemble de nos hubs désormais. En revanche, quand on est sur les entrepôts satellites, là, celui de Moissy-Cramayel, il fait 23 000 m². À ce moment-là, on reste sur une logique qui est extrêmement manuelle parce que les distances ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'enjeu, c'est d'une part la productivité, mais d'autre part, c'est la flexibilité. Et nous, on doit gérer des croissances qui sont très importantes. Et donc, sur un entrepôt satellite, notre visibilité, elle est à 5 ans maximum. Vous n'avez aucune possibilité d'amortir des machines en 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on privilégie sur nos entrepôts satellites, au plus proche des clients, encore une organisation manuelle. Pour revenir sur votre remarque, en revanche, pour résoudre cette équation économique, on croit énormément à la mutualisation. C'est pour ça que dans le cadre de la stratégie de plateforme de Zalendo, on a développé une offre qui est Fulfillment by Zalendo. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition, alors historiquement, on mettait à disposition nos trafics, nos data et désormais nos infrastructures logistiques pour permettre à nos marques partenaires de bénéficier de notre expertise et simplement aussi pour que quand une commande avec un produit qui vient d'un autre partenaire et un produit qui vient de notre propre stock est livré au client, il n'y a qu'une seule commande qui soit livrée et on sait que la satisfaction client augmente et surtout pour rationaliser les coûts qui vont être supportés par nos partenaires et pour que leur activité soit économiquement viable sur notre plateforme. Vous êtes donc dans le transfert de compétences, de savoir-faire, dans la mutualisation. Exactement, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut connecter tous les acteurs de l'écosystème mode et surtout, il faut permettre à chaque acteur de se concentrer sur la partie de la chaîne de valeur sur laquelle il a une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, pour une marque de prêt-à-porter, c'est assurément pas la logistique. Et donc, c'est pour ça que cette logistique, on propose de la prendre en charge et dans un objectif qui est unique, c'est augmenter la satisfaction du client et donc également la relation du client avec la marque. Très bien. Alors, il y a une technologie dont on parle beaucoup quand on parle d'entrepôt, c'est la RFID. Franck, vous avez une petite idée là-dessus et d'ailleurs quelques critiques. Je commence par les critiques ou je commence par la petite idée? Non, la RFID, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de... Enfin, pour ceux, alors j'explique un peu le principe. Hein, c'est un petit fil ou une petite étiquette métallique de radio-fréquence intégrée dans un article et qui reprend des informations sur le produit au numéro de série. C'est-à-dire que vous avez toutes les informations d'un code EAN, notamment sur le SKU, la taille, la couleur et autres. Mais en plus, le produit est unique. Donc, alors, c'était à un moment mis sur la touche parce que ça coûtait très cher, plus cher qu'une étiquette à code barre, donc on l'a laissé de côté. Et puis avec les effets volume, on est arrivé à des coûts beaucoup plus abordables. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme Undies, comme Decathlon, qui ont intégralement ajouté cette puce dans tous leurs articles. Oui, alors je vous coupe 2 minutes. Le nouveau Undies Machine là, qui vient de s'ouvrir au passage du Havre, ça c'est un exemple de full intégration de la technologie dont la RFID en magasin. Alors, la RFID et la machine qui est installée dans certains magasins Undies, oui, évidemment, parce que le principe... Alors, je vais réexpliquer pour ceux qui n'achètent pas forcément de sous-vêtements chez Undies. Vous allez chez Undies, vous avez des écrans, vous avez des vendeurs à côté, mais pour l'instant, ils n'interviennent pas. Vous choisissez vos produits. Alors, il y a beaucoup de références, la taille, la couleur, les imprimés. Et une fois que vous avez décidé du produit que vous voulez, vous appuyez sur un bouton et vous avez des gens sous le magasin qui vont courir préparer la commande. Donc, RFID, hop, je sais avec une raquette, vous savez, comme les gens de la sécurité ont, où est le produit. Donc, on va tout de suite aller sur l'étagère qui est sous le magasin, chercher le produit. On le met dans un gros tube, vous voyez, comme une capsule qu'on enferme à l'époque et qui fonctionne sous pression. On met ça dans le tube et hop, ça circule dans le magasin de façon très ludique. C'est totalement futuriste. Voilà, et hop, ça redescend près du client et près de sa tablette. Et c'est là que le vendeur arrive, parce que l'expérience client, on le fait à l'ouverture. Un peu le Kinder Surprise, quoi, vous voyez, on ouvre. Alors on va essayer, on va discuter. Si le produit convient, on l'achète. S'il ne convient pas, on le met dans un petit bac. Et voilà. Ça, il n'y a que la RFID qui peut le permettre. Pourquoi? Parce qu'au sous-sol, vous avez 50 000 articles. Et comment vous voulez trouver une aiguille dans une botte de foin s'il n'y a pas un repérage électronique par des vendeurs préparateurs, du coup, qui sont là pour répondre tout de suite à cette demande qui se situe à l'étage. Donc le client n'attend pas et il a tout de suite son produit. Il n'y a que la RFID qui peut le mettre en place. Chez Decathlon, c'est pareil. Vous n'avez pas ce système-là, mais les puces ont été implantées dès la fabrication. Et c'est ça le problème de la RFID aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas travailler en RFID si vous avez beaucoup de fournisseurs, par exemple, parce qu'il faut l'imposer à tous. Je travaille aujourd'hui dans une très grande enseigne du jardinage et de l'animalerie, et ils ont 600 fournisseurs. Comment vous voulez imposer à 600 fournisseurs de mettre des puces normées, reconnues
par un seul. Bon, chez Undies, chez Decathlon, les approvisionnements sont maîtrisés, c'est parfois même eux qui fabriquent leurs propres produits, donc c'est gérable. Et du coup, ça permet quoi? Ça permet, dès l'entrée en entrepôt, de ne plus réceptionner par un code barre, mais de faire passer les produits dans un tunnel, et c'est automatiquement intégré en stock. Les ranger où on veut, finalement, parce qu'on va toujours les retrouver. Et puis quand on les cherche, petite raquette, quand on veut faire un inventaire, on dégage une zone et on l'observe, on la scanne, et on a la remontée d'inventaire immédiate. Donc ça veut dire coût humain quasi nul, taux d'erreur faible. Il y a peut-être des petits problèmes parfois de renvoi d'image sur la RFID, mais c'est très faible. Et puis on peut ajouter pour les magasins, parce qu'après les produits vont en magasin, des systèmes aussi pour la sécurité. Le système, il est activé tant qu'il est dans le magasin, désactivé quand il passe en caisse. Quand vous allez chez Decathlon, vous prenez 10 articles, c'est dans votre chariot, vous passez en caisse, c'est assez drôle, vous déversez vos articles dans un bac, et hop, le caissier vous sort un ticket de caisse, mais il n'a rien frappé. Il compte juste qu'il y ait bien le nombre d'articles sur le ticket et sur le bac. C'est la RFID qui permet ça, et ça, c'est magique. Et on en a besoin demain. On en a besoin demain parce qu'il y aura beaucoup de choses demain dans les magasins, on en parlera après, sur la logistique décentralisée sur les boutiques, et la RFID aidera les vendeurs à préparer les commandes au mieux. Alors là, dit comme ça a l'air magique et magnifique, mais il y a un mais. C'est sur les fournisseurs, le coût peut-être. Vous pensez à quoi, Cécile? Vous aviez quelques critiques, il me semble, sur la Ouais, RFID. Les j'attends. contraintes de la technologie. La contrainte de la technologie, c'est qu'on croit que c'est zéro défaut et c'est pas zéro défaut. Il faut quand même parfois compter de temps en temps, au moins par échantillonnage. Ceux qui l'ont testé l'ont vu. Les systèmes d'information et les codages encore ne sont pas totalement au point, donc les premiers paieront un peu les pilotes. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, moi je trouve que c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt encourageant. Et demain, on partagera ces expériences avec des vendeurs, notamment sur la préparation de commandes, ce que moi j'appelle le ship from store, et ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher pour des vendeurs des articles sur des rayons dès lors qu'ils auront cette petite raquette qui leur permettra d'identifier les produits. Voilà. Christophe, Jonathan, la RFID, ça vous inspire? La RFID, c'est un sujet très ancien. À l'époque, moi, je bossais chez Saturn. Le projet a été lancé chez Metro et ils ont commencé par le non alimentaire. Et comme disait Franck, c'est pas mal de contraintes quand vous avez beaucoup de fournisseurs parce qu'il faut leur imposer une technique, une technologie. Et moi, j'y réfléchis, mais j'ai réfléchi sur un petit scope. Sur un petit scope parce que je gère à peu près, j'expédie 2 millions de colis par an. L'investissement, il est assez important de taguer ces 2000 produits au fil de l'eau. Mais vous avez aussi le produit en stock, donc il faut aussi se traiter les produits en stock en même temps. Et ça n'a de valeur ajoutée que si sur toute la chaîne, donc il y a les inventaires, c'est fantastique, la partie contrôle en sortie, lorsque vous faites un colis, vous pouvez tout de suite vérifier avec un tunnel que ce qu'il y a dans le carton correspond à ce que vous attendiez. La sécurité, alors c'est plus pour le retail. Pour le magasin. C'est très efficace et Decathlon, au travers de Paragon qui est son prestataire, en fait aussi, c'est un des arguments. Moi je vais le tester sur un petit scope, à savoir d'identifier les produits, peut-être les chaussures, pour les expédier en film opaque. Parce que le problème, c'est quand vous stickez un produit, lorsqu'il arrive chez vous et que vous le passez dans un tunnel avec un film opaque, le produit, vous ne voyez plus ce qu'il y a dedans. Et là, avec les RFID, donc j'ai un petit peu ça en tête, ce sera un petit atelier, avec un petit investissement, mais avec un ROI assez rapide. Toujours le côté, j'ai une idée, de manière agile, je la mets en place, et l'investissement, en 12-18 mois, il est rentabilisé. Jonathan, 2 mots? Nous, aujourd'hui, on n'utilise pas particulièrement le RFID. Ça fait partie des pistes, notamment sur nos optimisations de l'exploitation de nos entrepôts. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on a développé d'autres solutions pour compenser cette technologie et qui correspondent plus à nos enjeux de volume et aussi de contrôle des coûts au niveau de nos entrepôts. Ok. Alors, on va aborder un autre sujet dont on entend tous parler, parfois même de façon un peu galvaudée, c'est le big data, c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Alors concrètement, comment est-ce qu'on utilise ces nouvelles technologies? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles à la logistique? Christophe, vous, votre conception de la logistique 4.0, me disiez-vous, c'est l'agilité, la rapidité? Oui, parce que le big data, c'est sensationnel. Lorsque vous faites de l'analyse, des BI, de business objects et toutes ces choses-là, lorsque vous gérez des gammes de produits, pour faire des prévisions, pour faire de l'analyse de marché. Lorsqu'on travaille en vente événementielle, on vend ce qu'on trouve. Donc cette perspective, elle est impossible. En revanche, les outils qu'on a, moi je
donne de la visibilité grâce à une BI pour savoir grosso modo sur quel volume je dois me baser. Mais là aussi, il faut tenir compte de l'évolution du marché. Historiquement, alors je prends mon exemple, vente privée, lorsque vente privée a démarré son business, il ne faisait que ce qu'on appelle la vente conditionnelle. C'est-à-dire que vous commandiez, les commandes étaient passées ensuite aux fournisseurs une fois qu'elles étaient consolidées, et on fait ce qu'on appelle du cross-docking, c'est-à-dire du passage à quai, c'est la logistique simplifiée. Ça, c'était l'historique. Aujourd'hui, l'an dernier, on a fait 50% de produits qu'on avait pas en stock, donc en cross-docking, et 50% de produits achetés. Demain, ça sera plus du tout la même chose. Donc là encore, pour analyser une prévision en fonction de l'évolution d'un marché, demain, je vais faire 70% de produits que j'ai déjà en stock. Donc ça nécessite de l'agilité parce qu'il faut transformer son outil logistique pour réceptionner tous ces volumes, qui ne sont pas des volumes en cross-docking, mais des volumes qu'on va stocker. Il faut qu'on ait suffisamment de zones de picking, là je parle un peu technique, mais des endroits où on met les produits pour qu'ils soient ensuite piqués lors des commandes. Voilà, donc c'est de l'adaptabilité, et c'est encore, nous, dans un dépôt qui est en région parisienne. En région parisienne, Jonathan parlait de 23 000 m², mais on a un petit peu déjà en extérieur, ou 100 000 m² quand vous êtes à Blois ou dans la plaine de l'Ain. Moi, je ne peux pas avoir 100 000 m² à Paris, mon boss n'a pas les moyens, je ne sais pas pourquoi. Mais la petite surface que j'ai me permet quand même de sortir mon bilan de colis. Alors, Jonathan, chez Zalando, gérer les pics de saisonnalité ou les pics de commande, utiliser l'intelligence artificielle au profit de la logistique, ce sont des questions qui se posent tous les jours chez vous. Alors oui, nous l'avantage c'est qu'on a beaucoup de données, ça fait partie un petit peu de l'historique de Zalando, d'avoir tout de suite cherché à traquer tout ce qui pouvait être traqué. Et aujourd'hui c'est crucial l'exploitation des données. Deux exemples. Le premier, pour être toujours au plus proche du client, pour garantir une expérience la plus optimum, il faut prédire les ventes le mieux possible. Si vous arrivez à prédire les ventes, ça signifie que pour vos entrepôts les plus proches du client, vous allez être capable de l'approvisionner correctement et de bien le réapprovisionner. Ensuite, pour la partie retour, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 50% de taux de retour. Donc, quand on vend plusieurs centaines de millions d'articles de mode par an, c'est un sujet qui est crucial. Là, aujourd'hui, toujours dans la prédiction des ventes, quand un article revient sur une plateforme retour, l'objectif, c'est de savoir là où il a le plus de chances d'être vendu. Et donc, au lieu de renvoyer l'article vers un hub central, et donc dans le circuit classique, de le renvoyer là, directement, où il aura la chance d'être vendu. Et là, on va faire des économies de temps sur la rotation du stock. Et également, on va surtout réussir à optimiser les flux. Et optimiser les flux, c'est augmenter la satisfaction client à la fin. Et c'est aussi contrôler les coûts. Franck, vous aviez un exemple, un cas concret, justement, de prévision des ventes, de prédiction des ventes, d'intelligence artificielle mis au service de la prévision des ventes. Ah oui, je vois à quoi vous faites Vecchia. référence. Ouais. Ah, pour ceux qui connaissent, avant de parler du prestataire, ouais. En fait, tout ce qui est big. Alors, je fais la distinction entre le big data et l'intelligence artificielle. On va être très clair parce que les approches sont différentes, les sujets sont différents, mais puis on ne va pas faire un débat technique là-dessus. Non, j'ai vu des choses super intéressantes en termes d'intelligence artificielle sur la gestion des approvisionnements pour le retail, notamment, et donc naturellement par déclinaison pour le e-commerce. Aujourd'hui, le métier de l'approvisionneur, c'est quoi? Ça, il reçoit en textile, on va prendre un exemple en textile, il reçoit toute sa collection, il a 600 boutiques, et il doit dire, je vais en mettre tant à cet endroit, tant à d'autres, en se disant, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que si je suis en rupture sur un magasin, en excédent sur l'autre, je vais vite être sanctionné par le mouvement des soldes. C'est-à-dire qu'un invendu à Amiens, qui passe à moins 70 au mois de juillet, alors que le même produit était en excédent à Nice, parce qu'il a mal géré son sujet, ça coûte extrêmement cher. Bon. Vous avez des boîtes comme Vecchia qui se sont lancées dans le sujet en intégrant de l'intelligence artificielle pour gérer la personne qui gère les approvisionnements à bien choisir ses magasins, voire à le faire seul, par accumulation de données. C'est là que la big data entre, sur les comportements clients, sur les prévisions de vente, sur l'analyse des tickets de caisse, qu'est-ce qu'achètent les gens en fonction du lieu où ils se trouvent. Mais la nouveauté, c'est qu'on peut aussi intégrer des données météorologiques, par exemple. Aujourd'hui, les données météorologiques, à 3 mois, sont fiables à 50%. Donc plus on se rapproche des dates, plus on se rapproche du 95%, on va dire. Donc si on intègre ces données avec la probabilité que ça arrive, on arrive à savoir quand il va pleuvoir à un endroit, quand il va faire chaud à un autre, et se dire, tiens,
Finalement, Nice, au mois de juin, il y aura peut-être 3-4 jours où il va pleuvoir, je vais faire descendre des doudounes et autres. C'est dur pour quelqu'un qui est dans l'approvisionnement depuis 20 ans de se dire c'est une machine qui va penser à ça à ma place. Mais comme l'intelligence artificielle fonctionne par accumulation de données, auto-réflexion et amélioration du sujet, on devrait pouvoir aboutir à des choses qui ne vont pas être parfaites, mais au moins économiser peut-être 10 à 20% sur les marges, parce que la sanction, c'est les soldes, et la double sanction, c'est les ventes événementielles, pour justement écouler les bons stocks au bon endroit. Voilà, c'est un peu la logique que tu exprimais sur la gestion des retours. Un retour, c'est un produit qui va être vendu une deuxième fois en fait chez Zalando. Eh ben, on va le mettre près du consommateur. On va le mettre près de ceux qui ont commandé des chaussettes puisqu'ils ont acheté des chaussures. C'est ça en fait l'idée. Ben, ça, c'est une forme d'intelligence artificielle. Je pense que c'est du bon sens aussi. Voilà. Beaucoup de bon sens. Donc c'est bien, je ne l'avais jamais entendu cette réflexion sur les retours. Je trouve que c'est très intelligent. Et voilà. Et donc il y a des structures qui se développent autour de ça. On est au tout début de l'histoire. Le retail en a besoin. Et ils ont les infos. La big data, c'est l'analyse, par exemple, de vos comportements sur les tickets de caisse. Attention, quand vous achetez un produit, que vous avez la carte de fidélité de l'enseigne, on sait exactement ce que vous mangez, à quelle heure, combien de paquets de couches il vous faut par jour. Et on peut déduire vos comportements pour savoir si demain, on va approvisionner le rayon en mettant les couches en avant, les produits cosmétiques après, etc., etc. Et on découvre des choses extraordinaires. Par exemple, en big data, je terminerai là-dessus, le plus grand, je ne vais pas le citer, mais le plus grand vendeur de vélos en France, il a beaucoup de magasins, et quand il a fait une analyse sur 1 million de tickets de caisse, il a découvert que tous ceux qui achetaient un vélo, le second achat majoritaire qui venait après, c'était une paire de chaussettes blanches. Je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi. Et du coup, il a positionné les chaussettes blanches à côté des vélos et il a augmenté les ventes de 45%. Voilà, c'est ça la big data. Il ne faut pas en avoir peur plus que ça. C'est juste pour améliorer les ventes, les chiffres d'affaires, éviter de vente, pousser les ventes à prix fort, limiter les soldes et limiter les ventes que j'appelle à la casse sur certains sites. Voilà. Toujours cet enjeu de rentabilité et de retour sur investissement. Bien entendu, Alors, heureusement. Comme vous dites, on est encore au tout début de l'histoire et on parle par exemple de robotique collaborative, on parle de logistique collaborative. Alors la question c'est, est-ce que la logistique est un métier vraiment où on peut créer une communauté, où on peut réfléchir tous ensemble de façon collégiale? Christophe, vous en pensez quoi? Alors moi, je suis partisan à 100% de la collaboration en logistique. J'en veux pour preuve les associations professionnelles. J'ai la chance de faire partie et de l'Agora et de la SLOG. Ce sont des directeurs de supply de l'industrie, du retail ou du e-tail qui se retrouvent à peu près une fois par mois et on échange de best practices. C'est des échanges d'expérience. De la même manière, j'invite à visiter mon entrepôt, je visite les entrepôts de mes concurrents. Alors, j'y suis pas avec une petite caméra en me disant oh, c'est bien, je ne fais pas de l'espionnage, j'essaye de faire avancer mon business, j'essaye de faire avancer, de donner des idées aux gens que je rencontre. Parce qu'il ne faut pas, dans notre business, on peut essayer des choses, ça marche pas, mais il faut toujours être dans le prédictif, l'évolutif, l'innovation. Si on se trompe, de toute façon, c'est le principe de l'expérience. On peut réussir, on peut se tromper. Et il faut surtout jamais se fixer de limites. Moi, j'ai une petite équipe, donc 70 personnes, 7 cadres, et j'aime bien le vendredi, lors de la réunion hebdo, leur dire la semaine prochaine, on va tester ça. Et j'aime bien aussi que eux me proposent des choses à tester, parce que les opérationnels, c'est eux qui ont toujours les meilleures idées. Et on va tester quelque chose. Si ça fonctionne, ça permettra peut-être à un opérateur de passer moins de temps pour faire quelque chose, de moins se fatiguer. Et voilà. Donc il faut laisser libre cours à notre imagination. Il faut aussi être très curieux. La curiosité, moi quand je viens ici, là, je suis venu pour la journée, je rencontre des gens, mais je regarde un petit peu tout ce qui peut se faire. Et si on ne s'en sert pas aujourd'hui, on pense s'en servir demain ou dans 3 ans. Le business évolue, le chiffre évolue, les volumes qu'on traite sont évolués. On parlait de big data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est amené à traiter de plus en plus d'informations, de plus en plus de produits. Il faut trouver une solution. On se dit, ah mais oui, j'avais vu ça à l'époque au Paris Retail Week ou au SITL ou à d'autres salons. Et à ce moment-là, on les met en pratique. Jonathan, un mot sur l'idée qu'on puisse créer une grande communauté logistique où toutes ces nouvelles technologies vont faire l'objet de débats, de réflexions communes. Alors, je suis un petit peu moins bien placé pour m'exprimer sur ce sujet-là, puisque mon activité principale n'est pas la logistique. En revanche, c'est vrai que l'approche de Zalando, ça a surtout été d'être pionnier sur un certain nombre de sujets qui étaient cruciaux dans la chaîne de valeur. Et on parlait de l'exploitation des données. Alors,
le socle, c'est déjà de les collecter, mais après, pouvoir les exploiter, en revanche, ça demande des ressources qui sont très importantes, et surtout en termes de personnes. Et c'est aujourd'hui la force de Zalendo, c'est que c'est une entreprise technologique. Donc ce n'est pas une entreprise aujourd'hui de mode, c'est une vraie entreprise technologique avec 1700 ingénieurs qui sont sur 3 hubs technologiques, à Berlin, à Helsinki et à Dublin, avec un chiffre qui a vocation à augmenter jusqu'à 3000, parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là doivent pouvoir dédier tout leur temps au développement et notamment l'exploitation des données pour apporter des solutions innovantes et technologiques pour améliorer notre supply chain. Alors Franck, un dernier mot sur ce sujet-là. Vous pensez à la mutualisation, notamment au niveau du transport, qui est aussi un grand sujet quand on est un e-commerçant ou un retailer. Oui, enfin c'est plutôt par rapport au monde du transport aujourd'hui. Bon, la mutualisation logistique, je demande à voir. En tout cas en échange d'idées, enfin en benchmark, tout ce qui est forum, réseau et autres, pourquoi pas, mais je ne vois pas 2 prestataires s'associer dans un même entrepôt. Enfin en tout cas moi je ne l'ai pas encore vu. En revanche, il y a une vraie urgence à mutualiser les schémas de transport et les plans de transport des différents prestataires concurrents. Ça n'a aucun sens environnemental aujourd'hui. Ça n'a aucun sens sociétal aujourd'hui. C'est absurde. Aujourd'hui, il y a une urgence, c'est le désengorgement immédiat des centres-villes par les véhicules thermiques. C'est extrêmement important, c'est une question de santé publique. À l'époque, il y a quelques temps, enfin il y a toujours, je vais citer une anecdote, vous aviez un quartier dans Paris, où vous êtes entre le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement qu'on appelait le Sentier. C'était le lieu de création mondiale, ça l'est beaucoup moins maintenant, de la mode masculine, féminine. Si ce quartier n'existait pas, le monde serait beaucoup moins habillé. On est d'accord ? Et quand vous êtes dans ce secteur-là, où vous avez beaucoup de création, beaucoup de créativité, vous échangez énormément d'échantillons avant de lancer une collection. Vous testez des flux physiques, mais un petit bout de tissu entre l'Asie, en gros, l'usine du monde, et la France, par des livraisons qui étaient réalisées par des expressistes. FedEx, UPS, DHL, TNT. Et sur des petites rues où vous ne pouvez même pas passer en scooter, vous aviez tous les matins, entre 9h et 10h, un camion TNT, FedEx, UPS, TNT, qui venait livrer une enveloppe au même destinataire. C'est terminé. Il faut qu'on bascule très vite vers autre chose, parce que ça n'a plus de sens. Si ça a un sens économique pour ces entreprises-là, ça n'a plus de sens écologique pour les gens qui vivent à Paris. Donc il faut réfléchir à des plateformes qui se situeraient peut-être juste à l'extérieur des villes, on va dire un peu plus loin que les portes de Paris, qui iraient regrouper ces 4 colis qui sont finalement 4 enveloppes, et vous iriez un seul prestataire, peut-être de la mairie de Paris, en véhicule électrique, qui irait livrer ce kilo de marchandises qui était jusqu'à encore maintenant livré par 4 véhicules à moteur, avec une empreinte CO2 inadmissible. On vous demande des choses aujourd'hui, de trier vos poubelles et autres, mais on vit encore des choses comme ça aujourd'hui. Donc la mutualisation sur le transport, c'est une urgence. La mutualisation sur le mobilier urbain aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau phénomène qui grandit et qui est fantastique, c'est le développement des consignes. Vous savez, vous vous faites livrer sur un relais qui est un meuble en fait, un produit qui est derrière une porte, et vous venez chercher ce produit après grâce à votre téléphone et un SMS avec un numéro qui vous permet d'ouvrir cette porte. Bon, aujourd'hui, il y a peu de prestataires, mais quand il y en aura 10, il y aura 10 meubles différents avec 10 couleurs différentes, des logos, etc. Moi, je n'ai pas envie de voir ma ville défigurée par un mobilier urbain qui correspond à un besoin essentiel, cette livraison 24/24 à proximité des gens, mais il faut peut-être réfléchir à cet habillage, il faut peut-être réfléchir à la façon dont c'est conçu, et ça ne se fait que par une réflexion commune. Pas forcément sur des critères économiques, mais sur des critères esthétiques. Voilà. Donc ça, ce sont les réflexions que je mène, entre autres notamment, mais j'essaie toujours d'avoir une vision, parce que c'est souvent, et c'est typique à la France aussi, on se rend compte que finalement, c'est dangereux le thermique. On se rend compte qu'on avale des poussières et qu'on attrape des maladies. Vous voyez, mais je voudrais qu'on y réfléchisse avant, pour éviter de faire toujours et défaire après. Moi, j'ai un petit complément à ce que tu disais, Franck. À notre niveau, on doit aussi marquer notre clientèle, parce qu'on transporte beaucoup de vide. Sur ce secteur-là, on n'est pas bon. Les chaussures, une boîte à chaussures, c'est plein de vide. Moi, j'envoie des barquettes, j'essaye d'optimiser en les rabattant, mais le vide, demain, nous coûtera de l'argent, parce que les transporteurs, tu as cité tous les noms, il y en a d'autres, il y a Colissimo aussi sur d'autres Colissimo, Chronopost, plus dans notre business. Ils vont demain nous facturer non plus sur le colis qu'ils envoient, mais le volume qu'ils vont transporter. Ça se fait dans certains pays, ça se fait en Allemagne, ça se fait aux États-Unis, parce qu'on est consommateur, mais on doit être aussi citoyen.
Bien, merci. Le défi logistique, c'est aussi un défi écologique, on l'a compris. On va terminer ce débat sur le dernier mouvement, à savoir l'expérience client et la fluidité entre les canaux, la fameuse omnicanalité. Christophe, justement, je commence par vous parce que vous avez une actualité chaude, hein. Vous avez été racheté par les Galeries Lafayette, donc il y a des synergies qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est une actualité tiède parce que ça date de l'an dernier, mais il y a une actualité chaude, c'est les Galeries qui viennent de racheter la Redoute. En termes de collaboration, de synergie, on a pas mal de choses à faire. Alors sur la partie synergie entre Bazar Chic et GL, c'est effectif, c'est officiel. On est le canal de rachat d'une partie des produits qui viennent des magasins. On a monté des synergies en termes d'achat de transport, d'achat d'emballage, de choses comme ça. Donc je ne m'étendrai pas parce que ça reste un peu confidentiel. Et vis-à-vis de la Redoute, ça se fera au début de l'année prochaine parce que l'Union européenne doit valider cet achat. Et à partir de ce moment-là, on aura le droit de travailler avec eux et d'officialiser nos synergies. Mais c'est fondamental parce que l'objectif, évidemment, des Galeries Lafayette, c'est de faire des économies, ce qui est très bien. Et à notre niveau, c'est d'acquérir des services supplémentaires, peut-être même du premium au prix du standard qu'on a aujourd'hui, toujours dans cette perspective que tu as abordée d'expérience optimisée pour notre clientèle. Franck, toi, tu as peut-être quelque chose à dire sur l'omnicanalité et la gestion des stocks plus fluide, en quelques mots? En conclusion? Pas vraiment en conclusion, Bon. en pré-conclusion. Si on a D'accord. encore un peu de temps, monsieur l'animateur référent. Oui. D'accord. Tu voulais qu'on parle de Ship from Store, notamment? Non, je voulais qu'on parle d'échanges sans couture, D'échanges sans couture. d'expérience sans couture. Ah oui, ok. Ça, c'est... redonne-moi le thème parce que je voudrais bien répondre. Parce que Une c'est... gestion des stocks plus fluide, l'omnicanalité, la fluidité entre les canaux, etc. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Et puis ses impacts sur la logistique. On a beaucoup réfléchi, notamment au moment de l'arrivée du e-commerce. Hein. À une époque, on avait les magasins d'un côté, un peu de VPC, mais c'était marginal. Et puis, c'était vraiment deux secteurs différents. Ce que j'appelle moi le commerce 2.0, c'est quand le e-commerce est arrivé, on avait la possibilité d'acheter online et d'acheter offline. Mais ça ne discutait pas. On est d'accord, hein, ça ne discutait pas. C'est-à-dire les clients qui achetaient sur le site internet ne pouvaient pas, par exemple, rendre leurs produits sur la chaîne dans un réseau de magasins. Bon, ça, c'est pas fluide. Ça, c'est pas bon pour la marque. C'est pas bon pour le consommateur. Quand je vois les coûts d'acquisition qui sont dépensés aujourd'hui pour acquérir un client et savoir que j'achète un produit d'une marque sur un site ou d'une enseigne et que je ne peux pas le rendre dans un magasin, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on sent que c'est siloté, on sent que les gens sont presque concurrents à travers une enseigne. Donc ça, il faut basculer vers ce que moi j'appelle le commerce 3.0 ou l'omni-commerce, où on va recentrer le client sur toutes ses préoccupations. On appelle ça le client centrique, moi j'appelle ça l'omni-commerce et en application logistique, l'omni-logistique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire subir un achat à un client, qu'il attende son colis sans information et qui se pose des questions sur les retours. Il doit vivre son expérience d'achat et en parallèle vivre ce que moi j'appelle une expérience logistique. Zalando le fait extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on doit noyer le client d'information, le rassurer sur le fait que son colis est parti, si possible le livrer très vite et faire en sorte que s'il y a un incident de livraison, l'informer sur comment récupérer son colis et autres. Et puis s'il a envie de le rendre en magasin, lui laisser cette possibilité. Donc c'est plus une logistique descendante, balistique, qui se dirige vers le client, c'est une logistique omniprésente qui tourne autour du client, qui va aller le chercher en coursier pour récupérer son produit, comme le fait Zalando, qui va lui dire, peu importe l'endroit où vous l'ayez acheté, vous le retournez où vous voulez, quand vous voulez, jour et nuit dans une consigne, la nuit, le jour dans une enseigne, si possible, gratuitement, parce que c'est la tendance initiée notamment par Amazon depuis quelques temps. Donc malheureusement, personne ne veut vraiment le financer, mais c'est plus de moyens avec moins de facturation, mais plus de satisfaction client. Et ça, c'est un vrai outil, un parcours sans couture pour vivre ce que j'appelle une expérience logistique, une expérience omni-logistique. Alors, je voudrais, avant de conclure tous les trois, poser une dernière question à Jonathan. On parlait de livraison rapide en une demi-heure, 20 minutes. Même Amazon a testé en 2 minutes avec des consignes. Est-ce qu'on ne finit pas par donner des mauvaises habitudes aux clients? Alors, je pense que en France, nous, c'est ce qui ressort des études, on est encore effectivement très focalisé sur la livraison. Et on a été sur toujours plus vite. On est, je pense, en train un petit peu d'être au bout de ce processus-là et on va vraiment rentrer dans la livraison à la carte.
et offrir cette flexibilité, cette personnalisation dans le service. Après, il se pose vraiment la question de comment financer ces services-là et ces exigences qui sont toujours plus fortes des clients et particulièrement des clients français. Et je pense que c'est l'équation la plus difficile à résoudre et surtout dans un contexte où les volumes sont en train d'exploser et que les opérateurs historiques, notamment par exemple les transporteurs, leur métier c'est un métier de volume, donc le dernier kilomètre, ils ont beaucoup de mal à l'opérer. Donc nous, notre vision là-dessus, c'est qu'on va justement réaliser des gains de productivité sur notre supply chain. Et c'est ces gains de productivité-là qui vont financer les services de livraison premium qu'on va offrir à nos clients. Et c'est pour ça qu'à la fin, on peut proposer ces services coûteux, mais on sait qu'en termes d'impact, notamment sur les comportements d'achat, la fréquence d'achat, le nombre d'articles par panier, mais également sur la fidélisation, à la fin, ce sont des investissements qui sont rentables. Et nous, aujourd'hui, Zalando, c'est une entreprise cotée depuis le 2014 qui gagne de l'argent. Et donc, on a cette obligation-là d'avoir une rentabilité sur chacun de ces services et de trouver un moyen de les financer efficacement. Merci. Alors, pour conclure, je vais juste poser une dernière question à vous trois. Vous allez répondre en 2 mots. Je vais commencer par vous, Christophe. Quelle est, à votre sens, l'innovation logistique majeure aujourd'hui ? Très bonne question. Pour moi, l'innovation majeure, c'est le rassemblement des compétences qui permet de s'amuser. Parce que la logistique, pour moi, c'est un amusement, c'est de la remise en question, c'est nos limites, et c'est surtout de se dire, je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais on va tester des choses petit à petit, et on va construire cette supply chain 4.0 dont tu parlais tout à l'heure. On en est peut-être à 2.0, à 3.0, mais ne jamais se fixer de limites et se dire, voilà, allons-y, aidons-nous. Alors, on ne peut pas s'aider au niveau du commerce, c'est toujours compliqué. Au niveau logistique, on peut partager nos compétences. Et ce que la logistique sera demain, je ne sais pas, mais je suis hyper curieux de savoir comment elle sera. Jonathan, l'innovation majeure selon vous ? Alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Franck avec beaucoup de justesse et beaucoup de passion. Nous c'est ce qu'on va appeler le tout connecté. Donc aujourd'hui, c'est que ce soit les points de vente, on a parlé des points de vente, que ce soit les entrepôts, que ce soit nos entrepôts, que tout ça soit connecté sur une plateforme. Et en l'occurrence Zalando est cette plateforme-là qui va apporter des services technologiques pour que l'endroit où la commande soit passée, au final, n'ait plus aucune importance. C'est la plateforme qui va décider d'où va partir le produit et quel produit elle va envoyer pour garantir l'expérience client la plus optimum. Et ça, c'est ce qui est en train d'être mis en place. C'est pour ça que nous, notre rôle, ce n'est pas de se substituer aux commerçants physiques, mais au contraire, de réussir à les connecter sur nos plateformes pour leur offrir un trafic, une exposition de 200 millions de visites par an. Quand vous prenez une boutique dans le centre commercial le plus puissant en France, les 4 temps, où vous avez 2 millions de visites par mois maximum. Franck, le mot de la fin, c'est à vous. La conclusion sur l'innovation logistique peut-être déjà. Bon, moi je crois beaucoup, et puis je le développe aussi avec mes clients, au phénomène de ship from store. On est au tout début de ce qui va se passer demain. Pourquoi ? Le ship from store, c'est quoi ? C'est la préparation de commandes, non plus par un entrepôt, la commande e-commerce, mais par un magasin. On va se dire, mais n'importe quoi, un magasin c'est fait pour vendre à des clients qui viennent acheter des produits. Oui, mais pas seulement. Je vais vous dire pourquoi. Le phénomène engrangé par Amazon, notamment sur la course au délai, pour lequel Jonathan a été très pertinent en disant, on ne peut pas aller jusqu'à le délai H0, c'est pas possible, il va falloir se détendre un peu. Et il a raison. Ce qui compte, c'est la précision, la prise de rendez-vous, la remise en main propre, ce qu'on appelle le click to possession. Et c'est aussi ça qu'attendent les clients. Mais Amazon a foncé tout droit et du coup a fait basculer la génération qu'on a tous connue de livraison à J+, en H+. Voilà, c'est un fait. Donc, si on veut faire du H+, demain, on ne peut pas travailler à partir d'un entrepôt qui se situe à 300 km des gens qu'on veut toucher. Il faut rapprocher les stocks des gens qu'on veut atteindre. Et la seule manière aujourd'hui, notamment pour le retail, et je sais que Zalando développe des projets de ship from store avec ses marques. Ils n'ont pas de boutique chez Zalando, mais ils ont compris qu'ils avaient des clients qui avaient des boutiques. C'est faire partir les commandes des magasins. Donc, avec une algorithmie très précise, faire tomber une commande vers un magasin qui va préparer la commande et la remettre à son client, soit en lui demandant de venir la chercher, c'est ce qu'on appelle le click and collect, soit en lui livrant
sous 2 heures, ce qu'on appelle le same-day delivery, soit en lui livrant en J+2, on fait descendre aussi du Colissimo, on fait descendre du Chronopost, on fait descendre de l'international dans les magasins. Et ça, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on aura mutualisé les stocks, pas besoin de dupliquer. On aura mutualisé les surfaces, pas besoin de payer un prestataire logistique, ça coûte cher un entrepôt. On aura mutualisé la préparation de commandes. Ça coûte cher de préparer des commandes chez un prestataire logistique. Ce sont les vendeurs qui vont préparer ça sur des temps masqués, avec des renforts peut-être pendant les fêtes. Mais un vendeur, il n'est pas occupé toute la journée. Il peut éventuellement, et surtout dans l'hypothèse où il récupère le chiffre d'affaires, préparer ses commandes. Et puis, on mettra derrière des moyens pour expédier, des tables de préparation. Et puis, on aura un colis boutique e-commerce, c'est-à-dire avec la personnalisation qui va bien, la carte cadeau, l'emballage cadeau, etc. Ça, je vois en ça l'avenir du retail, d'un point de vue logistique. Le deuxième phénomène, en deux mots, c'est le collaboratif. L'avenir même de la société, c'est le collaboratif. Tu avais commencé par Walmart, qui demande à ses clients de prendre les courses de son voisin, le voisin relais, la livraison pour plusieurs personnes, la mutualisation des moyens individuels. On parle beaucoup des mutualisations des moyens industriels. Moi, je parle de la mutualisation des moyens individuels, et c'est vous qui devez en prendre conscience. Vous passez en caisse avec des courses, vos courses, et on vous dit sur votre téléphone, vous pouvez récupérer les courses de votre voisin, et on vous fait 1 euro sur votre carte, on vous donne 1 euro sur votre carte de fidélité. On mutualise les moyens, on n'utilise qu'un seul véhicule, on évite aux gens de se déplacer, on peut même garder les colis chez soi, être un voisin relais. Ça, c'est l'avenir. Le chacun pour soi, l'égocentrisme, c'est derrière nous. Le partage, Blablacar, Le Bon Coin, tout le monde a vécu des expériences uniques sur Blablacar, des gens sympas, idem sur Le Bon Coin. Donc l'avenir est au collaboratif, au partage. Lorsque vous allez avec votre voiture dans un magasin, vous revenez avec un petit paquet, il y a encore de la place pour des gens, il y a encore de la place pour des marchandises. Donc si on vous dit sur votre chemin, vous pouvez livrer un tel et un tel, on aura gagné un vrai pari avec des gains sur le transport, l'environnement, et puis vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, cette sympathie qui va se développer et qui va faire naître cette nouvelle société. Donc pour moi, l'avenir, et évidemment, les schémas de supply chain vont être transformés à ce moment-là, mais c'est une vraie question environnementale, sociétale, et c'est un vrai projet de société. Merci Franck, vous l'avez compris, la logistique c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Si on a encore un peu de temps, des questions peut-être? Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? S'il n'y a pas de questions, ben on s'en va. Micro, merci. Bien, merci à tous pour donc votre s'il n'y a pas de questions, on peut les applaudir. Merci Cécile. Just on time, comme on dit dans le logistique. Nous allons enchaîner à 11h30 avec une très intéressante présentation d'Influencia sur le retail aux États-Unis et l'évolution du retail aux États-Unis donc. Et rendez-vous dans 3 quarts d'heure ici même. Merci.